Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 14 juin. Voici les titres de ce journal. L'attaque contre 2 pétroliers en mer d'Oman a ravivé les tensions dans cette zone très sensible par laquelle transite près d'un tiers du commerce pétrolier mondial. Les États-Unis affirment avoir des preuves qui montrent la responsabilité de l'Iran. Le régime de Téhéran dément. Une grève des femmes en Suisse pour dénoncer les inégalités et plus globalement le retard pris par leur pays en matière de droits des femmes. Elles réclament le même traitement que les hommes en termes de rémunération ou de représentation à des postes de responsabilité. Les premiers pas vers un budget de la zone euro, les ministres européens des Finances réunis à Luxembourg ont posé les bases d'un instrument budgétaire commun, mais il reste des divergences, notamment sur la question du financement. Les discussions vont se poursuivre. Et puis la fête hier soir à Toronto où les habitants ont fêté le premier titre d'une équipe canadienne en NBA et le championnat nord-américain de basket. Les Toronto Raptors ont remporté la finale face aux Golden State Warriors. Bienvenue toujours, beaucoup d'incertitudes et de tensions donc au lendemain de cette attaque qui a visé 2 pétroliers dans le golfe d'Oman. Les États-Unis accusent l'Iran qui rejette toute responsabilité. Qui doit-on croire ? En toile de fond, il y a le conflit diplomatique entre Washington et le régime de Téhéran à propos du nucléaire iranien. Les Nations Unies redoutent une escalade des tensions dans cette zone très stratégique pour le commerce mondial, en particulier du pétrole. Le point sur la situation avec Cécile Sauzet. Que s'est-il vraiment passé dans le golfe d'Oman ce jeudi ? Qui faut-il pointer du doigt pour la crise diplomatique qui a éclaté là où transitent près de 30% des pétroliers dans le monde ? Jeudi matin, 2 tankers, un japonais et un norvégien s'embrassent dans le détroit d'Ormuz. Rapidement, ils font état de mystérieux tirs, certains parlent de plusieurs explosions. Et pour le Kokuka Courageous, les États-Unis évoquent des mines marines. Pour le prouver, le Pentagone publie cette vidéo. À en croire Washington, cette nuit, une patrouille des gardiens de la Révolution se serait approchée en bateau de l'un des 2 pétroliers. Ils y auraient retiré une mine aimantée qui n'aurait pas explosé la veille. Une preuve de la responsabilité directe de l'Iran, selon la Maison-Blanche. Mais ce scénario semble invraisemblable aux yeux du propriétaire japonais. Selon l'équipage du tanker, les tirs sont venus de ce qu'il désigne avec prudence comme des objets volants. Si la question c'est s'agit-il d'une explosion ou d'une balle pénétrante, mon sentiment va vers la deuxième option. Si c'était une explosion, alors il y aurait eu des dégâts dans différents endroits. Mais il s'agit là d'une supposition. Un mois plus tôt, le détroit d'Ormuz subissait des attaques similaires. Or, ce corridor incontournable était réputé sans danger jusqu'ici. Aujourd'hui, l'Iran l'affirme et le redit, il n'a rien à voir avec ces incidents. À l'heure actuelle, que ce soit dans le golfe Persique, au Moyen-Orient ou ailleurs, la sécurité a une importance très spéciale à nos yeux. De leur côté, l'Union européenne et les Nations unies appellent chacun à la plus grande retenue. Objectif premier, éviter à tout prix une montée des tensions dans la région. Pour parler de ces attaques contre des pétroliers en mer d'Oman, nous retrouvons Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Bonsoir. Oui, bonsoir. Cette attaque a eu lieu dans une zone particulièrement sensible pour le commerce mondial, notamment de pétrole. De nombreux navires transitent par le détroit d'Ormuz. Doit-on craindre une paralysie du détroit et quelles en seraient les conséquences ? Alors, effectivement, on n'en est pas là. C'est vrai que dans la mémoire collective, pendant la guerre Iran-Irak, il y a eu une guerre des tankers. Et donc, effectivement, mais on n'en est pas là. Je veux dire, je pense que les 2 pays n'ont aucun intérêt à un affrontement. Je pense que ça a été déjà évoqué par les dirigeants iraniens, mais ce serait vraiment une mesure de dernière nécessité de bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transite 30% du commerce pétrolier mondial. Et je pense qu'on voit à quel point la situation est tendue avec cette politique de pression maximum américaine qui ne donne pas de résultat. Les Iraniens ne veulent pas parler, ne veulent pas céder. Et donc on en est là. C'est là que c'est très dangereux parce que n'importe quel événement, mauvais calcul, mauvaise interprétation, ou je ne sais pas quoi d'autre, les tensions sont tellement extrêmes que effectivement tout le monde a peur que ça dégénère en affrontement. Mais je pense que ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent vraiment la guerre.
On sait qu'il y a donc une véritable fracture entre Donald Trump et le régime de Téhéran à propos du nucléaire iranien. Les États-Unis imposent des sanctions à l'Iran. À quel point ces sanctions aujourd'hui impactent-elles l'économie iranienne ? Alors, ce n'est pas une fracture simplement entre l'Iran et l'État iranien. Je vous rappelle, c'est entre les États-Unis et l'État iranien. C'est entre les États-Unis et la communauté internationale. Les États-Unis sont sortis de cet accord, qui est toujours respecté par les 5 autres signataires et validé par une résolution des Nations Unies. Je pense que c'est un point important. Donald Trump se vante lui-même que ces sanctions n'ont jamais été aussi fortes contre un pays. Et c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Les exportations pétrolières de l'Iran sont passées de 2,3 millions de barils par jour à 500 000 barils par jour. L'inflation a atteint au moins 50% en Iran. 40% de la population est en situation de pauvreté, d'après les Iraniens eux-mêmes. Vous avez sans doute des pénuries de médicaments. Il y a peut-être des gens qui meurent. Les Iraniens ne communiquent pas trop là-dessus, mais sans doute des gens qui meurent dans les hôpitaux et qui n'ont pas les traitements. L'économie est en récession, donc le chômage s'accroît. Non, la situation économique est véritablement catastrophique. D'ailleurs, c'est la stratégie américaine. La stratégie américaine, c'est d'affamer, entre guillemets, 80 millions de personnes pour que les Iraniens viennent négocier sur 12 mois qu'ils ont énoncés. Merci beaucoup Thierry Coville. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup. En Suisse, à présent, les femmes étaient appelées à faire grève aujourd'hui pour dénoncer les inégalités. Un mouvement inédit dans un pays qui a souvent été en retard sur la question. À titre d'exemple, les femmes suisses n'ont eu le droit de vote au niveau fédéral qu'en 1971, plusieurs dizaines d'années après les pays voisins. Si une loi sur l'égalité est en vigueur depuis plus de 20 ans, elle est loin d'être respectée. Maxime Yost-Duplan. Les femmes en grève en Suisse, histoire de souligner le piètre bilan de leur pays en matière de droits des femmes et retrouver ainsi l'ardeur de la première mobilisation de ce genre, il y a 28 ans. Malgré son niveau de vie élevé, la Suisse est par rapport aux autres économies avancées à la traîne en matière de rémunération des femmes et d'égalité des sexes sur le lieu de travail. Une journée très importante parce qu'on se rappelle de nouveau tout ce qui manque encore. Je parle de l'égalité salariale, la violence vers les femmes. Ces manifestations font écho à celles de 1991, 5 ans avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité des sexes. Mais depuis ce texte, rien ou presque n'a vraiment changé en Suisse, comme ont voulu le rappeler ces militants dans l'enceinte du Parlement fédéral. Julian Assange est toujours détenu près de Londres. Cela fait 2 mois désormais qu'il a été arrêté à l'ambassade d'Équateur où il s'était réfugié pendant près de 7 ans pour échapper notamment à une extradition vers les États-Unis où il est poursuivi pour espionnage. Cette demande d'extradition sera examinée d'ici quelques mois par la justice britannique et on connaît désormais la date de l'audience. Christelle Petrongari. Julian Assange devra attendre février 2020 pour savoir si la justice britannique autorise son extradition vers les États-Unis. Ainsi en a décidé ce vendredi un tribunal londonien. La justice américaine l'accuse d'avoir mis en danger certaines sources en publiant sur le site Wikileaks des centaines de milliers de documents confidentiels. Aucun éditeur ou journaliste ne devrait jamais être extradé pour avoir publié des informations véridiques pour lesquelles il a remporté des prix de journalisme dans le monde. Cela créera un terrible précédent qu'aucun gouvernement démocratique ne devrait défendre. L'Australien, qui a pu assister à l'audience depuis sa prison par visioconférence, dit craindre de finir ses jours derrière les barreaux s'il était extradé. C'est officiellement pour échapper à cet avenir que Julian Assange s'est réfugié pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il purge actuellement une peine de 50 semaines de prison en Angleterre. Créer un budget de la zone euro, c'était l'une des promesses de campagne du président français Emmanuel Macron pour relancer l'Europe, projet qui est en train de porter ses fruits. Les ministres européens des Finances se sont réunis à Luxembourg et au terme d'une longue nuit de discussion, ils ont trouvé un terrain d'entente, même s'il reste des points d'achoppement. Maxime Yost-Duplan. Le budget de la zone euro fait son bonhomme de chemin. Les ministres européens des Finances se sont entendus ce vendredi à Luxembourg sur les grandes lignes de ce projet phare du président français Emmanuel Macron. Certains États membres comme les Pays-Bas ne voulaient même pas au départ entendre parler de budget. Lorsqu'on parle d'un budget, dit le président de l'Eurogroupe, la taille compte. Et ce sera décidé par les dirigeants plus tard dans l'année. Mais la conception de cet instrument est également importante. Nos discussions ont porté sur le financement, mais beaucoup reste à faire pour définir des sources appropriées.
to define the appropriate sources of financing. Certains pays comme l'Italie voient d'un mauvais œil la création d'un nouvel outil de contrôle des finances publiques qui pourrait être effectif en 2021. La Commission a tendu la main à l'Italie, dit Bruno Le Maire. J'espère que l'Italie en profitera, car il est dans notre intérêt commun de préparer le terrain pour une solution constructive. Pour le ministre italien des Finances, Giovanni Tria, Rome n'a pas besoin d'adopter de nouvelles mesures fiscales pour se mettre aux normes européennes. Un avis peu partagé au sein de la Commission et du Conseil européen. Près de 40 ans après la fin de la dictature militaire en Argentine, de nombreux enfants d'opposants exécutés par la junte sont toujours à la recherche de leur identité. Nombre d'entre eux ont été adoptés secrètement. Ils n'ont pas su qui étaient leurs parents. Faire la lumière sur leur passé, c'est le combat que mène l'association dite des grands-mères de la place de Mai. Elle a permis des retrouvailles poignantes. Retrouver son passé, retrouver son identité. À 42 ans, Javier a découvert son histoire grâce à son oncle Roberto et grâce aux grands-mères de la place de Mai, cette association qui s'occupe des enfants survivants de la dictature en Argentine. Ses parents arrêtés par la police en 1977, Javier fut confié à une famille d'adoption. Et jusqu'à il y a peu, il ignorait tout du passé de sa famille et de ses origines. La restitution de mon identité est un hommage à mes parents. Cela touche mon âme et c'est un symbole de mémoire, de vérité et de justice. Si je devais définir un moment unique pour représenter ce symbole, ce serait quand on s'est serré dans nos bras avec mon oncle. Quand, après 40 ans de recherche, il a dit « C'est toi, Javi ?» Il m'a serré dans ses bras comme personne ne l'avait jamais fait et personne ne le fera jamais. Comme 30 000 personnes sous la dictature en Argentine, étudiants, syndicalistes, dissidents, les parents de Javier ont sans doute été arrêtés, torturés, exécutés par la police militaire. Et ce sont des milliers d'enfants qui, en secret, ont été placés dans des familles d'adoption. Je voudrais vous dire qu'une personne disparue, c'est comme une personne morte qui revient tous les jours. Comme par exemple ces courriers sous ma porte qui me font croire à chaque fois que c'est une lettre de ma sœur venue de quelque part dans le monde. 130 filles et fils de disparus ont été identifiés grâce aux efforts des grands-mères de la place de Mai. On passe à l'actualité. En bref, ce spectaculaire glissement de terrain dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Il y aurait au moins un mort. Plusieurs voitures ont été littéralement englouties. La catastrophe a été causée par les pluies diluviennes de ces derniers jours sur la région. Des pics de chaleur actuellement en Inde. La température a atteint 48 degrés à New Delhi. Cette canicule dure depuis une semaine et va se poursuivre encore plusieurs jours. Face à cette chaleur, des milliers de personnes ont quitté la ville. Pour terminer, la Coupe du monde de foot féminine se poursuit. Parmi les matchs à suivre ce week-end, la rencontre dimanche entre les Américaines tenantes du titre et le Chili. On en est toujours à la phase de poule. La France a déjà son ticket pour les huitièmes de finale. Ce mondial pourrait donner un élan majeur au foot féminin dans le monde et faire tomber définitivement les préjugés. Reportage à Lyon avec Nathan Joubiou. La Coupe du monde de football est souvent vecteur de passion pour les jeunes footballeurs. À 10 ans, Salomé Mounia Vincent joue pour le FC Gerland depuis 2 saisons et a déjà été victime de plaisanteries au moment d'entrer sur un terrain. Parfois, j'entends les garçons dire « Oh, elle joue au foot, c'est bizarre ». Pour moi, ce n'est pas bizarre du tout, parce que tout le monde peut jouer au foot. Même si elles n'ont pas encore leur propre championnat, elle confie que les garçons commencent à s'habituer à devoir jouer contre elles. L'entraîneur du FC Gerland, Toan Nguyen, ne doute pas que les filles s'épanouissent davantage dans un club entièrement féminin. Les filles, quand elles jouent dans une équipe de filles, elles prennent confiance. Quand une fille est isolée dans une équipe de garçons, les garçons ont du mal à lui faire confiance, ont du mal à lui passer la balle. Sur les terrains du FC Gerland, les filles espèrent devenir les prochaines Ada Ekberg ou Alex Morgan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée, très bon week-end et à bientôt.